Merci. Merci Ritipan de nous avoir rejoints. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. C'est toujours très émouvant pour un réalisateur de voir une salle archi-comble. Merci. Merci d'être venu. Alors, peut-être que je vais commencer par une question. Et ça laissera au public le temps de peut-être un petit peu reprendre son souffle pour pouvoir ensuite, évidemment, je vous passerai la parole. J'avais presque envie, je sais que ça ne se fait pas, mais j'ai retrouvé une petite phrase de vous et j'avais envie de commencer par ça. J'espère que vous me permettrez de vous citer. C'est une phrase qui est dans le livre L'élimination, que vous avez écrit avec Christophe Bataille. Si vous permettez, et après il y aura une question pour ceux qui viennent souvent, vous savez que je parle beaucoup et après je pose la question. Mes films sont tendus vers la connaissance, tous reposent sur des lectures, des réflexions, un travail de recherche, mais je crois à la forme, aux couleurs, aux lumières, au cadre, au montage, je crois à la poésie. Et j'avais envie de commencer cette discussion par cette phrase. Alors la question elle est peut-être un petit peu simple, mais il me semble que, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a dans votre œuvre un immense travail sur la question aussi de qu'est-ce que c'est voir ? Qu'est-ce que c'est qu'une image ? Qu'est-ce que c'est que ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne peut plus voir ou ce dont on ne peut pas parler ? Qu'est-ce que c'est qu'un souvenir ? Qu'est-ce que c'est que porter témoignage ? Et il me semble que ce film-là, que moi je trouve, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, très passionnant et bouleversant, il pose cette question-là d'une façon extrêmement forte et originale. Avec cette forme particulière qui est que vous avez commencé à travailler à partir d'une partie d'un livre, qui est ce livre de la journaliste américaine Elizabeth Baker. Et du coup, je voulais juste que vous nous racontiez un petit peu quel cheminement vous avez fait et qui vous a amené vers ce film-là. Tout d'abord, je suis venu au cinéma, si je dis par hasard, c'est un peu peut-être trop exagéré, mais peut-être par nécessité. Donc, en fait, j'aurais aimé être instituteur, comme mon père, ou être, à l'époque, quand j'étais petit, Armstrong marchait sur la Lune. Donc, j'ai rêvé de marcher sur la Lune. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, cette histoire me sauve la vie, d'ailleurs, parce que quand on vit dans une période aussi compliquée qu'un crime de masse, on perd la notion du temps, de souvenir. Et la Lune m'indique le temps, en fait. Lune pleine, lune décroissante, croissance, me maintient avec le temps. Je suis donc... Bon, chacun fait le cinéma comme il veut, comme il peut. Et moi, j'ai mon histoire. Et au début, je ne voulais même pas entendre parler de cette histoire. J'étais resté silencieux pendant très très longtemps. Je voulais être menuisier quand je suis arrivé en France. Parce que le bois, ça ne part pas. Et en fait, on lit le bois, hein, on lit le sens du bois, où ça sent bon. C'est un métier de taiseux. Et ça me convient parfaitement. Juste pour ne pas parler. Mais bon, c'est mes professeurs qui m'aimaient bien. C'est pour ça que encore l'histoire de professeurs d'enseignants qui me filaient des couleurs, qui me filaient... moi, je commence à peindre, comme je ne parle pas beaucoup. Et ils sentaient, les bons éducateurs, qu'il y a une envie de dire des choses qui n'est pas sorties comme ça. Il n'y a pas de mots, quoi. Donc, alors... Je me souviens au début, quand je m'exprimais sur le sujet, c'est le sujet de crimes contre l'humanité, crimes génocidaires, je ne parle pas de moi. J'empruntais l'histoire du génocide juif. Je peignais beaucoup à Auschwitz, beaucoup des choses comme ça. Par procuration, quoi, des bâtiments, des canaux, tout ça. Et alors, il me donne une petite caméra Super 8. Je crois que c'est le seul comédie que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'était tout au début. Et là, je trouvais que le cinéma, justement,
parle de l'image, de couleur, de son et tout ça. Et pour dire franchement, je connais un peu maintenant. J'ai grandi, j'ai découvert le cinéma et en le faisant, j'ai appris à aimer. Mais je suis pas cinéphile. Non, c'est vrai en plus. Personne ne me croit. Je suis très studieux, très. Donc les films passent, j'ai pas le temps de le voir. Donc je rattrape toujours les films anciens et je m'enrichis avec ça. Donc je reste sur quelques auteurs que j'aime beaucoup et je reste. Mais la littérature, par contre, jouait un grand rôle pour moi. La littérature, la photographie. Et alors pourquoi la poésie? C'est la rencontre aussi. Enfin, les choses restent là, mais je ne sais pas formuler. Et c'est ma rencontre avec les livres de Charlotte Delbo. C'est venu Lise Delbo dans le film. Parce que Charlotte Delbo, quand elle sortait de Caen, elle disait qu'après Auschwitz, il faut plus de poésie. Et voilà, j'ai dit, bon, c'est ça qu'il faut. Et c'est exprimer ce que je ressentais. C'est une manière de lutter contre l'anéantissement, en fait. Après, et sinon, je suis très instinctif à demander lui si vous ne croyez pas. C'est lui qui fait l'image du film, l'image magnifique. Non, je parle plutôt de sensualité, de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et pourquoi ces formes-là? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on fait le film avec son histoire. Si vous me... Bon, dans l'histoire, il y a les enfants, par exemple, les enfants qui souffrent, sont maigris. Mais je ne peux pas aller chercher les enfants maigres pour jouer dans le film. C'est moralement impossible. Et puis, vous avez la possibilité, maintenant que les technologies vous offrent, c'est le digital. Vous pouvez compresser, amaigrir, vous faire le visage, tout ça. Mais ça ne m'intéressait pas. Donc, alors, après, le cinéma est génial aussi. Il offre toute une multi-solution, une palette comme la peinture, différentes couleurs, différentes manières de faire. Il faut aller au cinéma comme on va à l'église. Avoir une foi en cinéma et explore ce que cette palette, ce langage vous offre. Et puis après, encore, j'aime bien citer les gens, vous voyez. Et après, j'apprends la liberté. Ce qui est le plus important dans le cinéma, c'est la liberté. Et ça, c'est les gens comme Chris McCabe, que je recite d'ailleurs, parce que c'est un monsieur qui joue sur tous les supports, qui monte lui-même. Vous voyez, la jetée. C'est juste des photographies refilmées, mais ça reste toujours magnifique. Donc, alors, toutes ces formes-là, il faut petit à petit deviennent partie de moi, comme ce qu'on utilise dans mon archive, par exemple dans ce film, c'est partie organique du film. Donc, je peux me permettre, puisque je suis plus libre maintenant, de faire entrer comme une excursion de l'archive dans la fiction, de l'implanter au milieu même de fiction. Et ça, après, ça c'est la théorie, comme Alain Cariou. Il faut essayer après. La pensée pure, ça peut être très dangereux, hein, ça peut casser la figure complètement au montage. C'est au montage que je passe beaucoup de temps à dialoguer, dialoguer avec le cinéma, dialoguer avec les couleurs. J'ai beaucoup de séries de chances que fait que je suis là aujourd'hui. La chance, ou la chance, quand j'ai débuté le cinéma, il y a une monteuse extraordinaire qui s'appelle André Daventure, à qui le cinéma africain lui doit un monument. Sans elle, le cinéma africain, je crois, existe toujours, mais pas le même. Elle a fait naître Abderrahmane Sissako, par exemple. Elle m'a dit, elle s'en fout le raccord. Ah, c'est les couleurs, c'est les rythmes, tu vois ça, les couleurs là, et pas avec ça. Et j'ai sorti l'école, j'étais là, le raccord, là, oui, on s'en fout, c'est le rythme. Et c'est une dame qui dit, si le plan dure 10 minutes, qui vaut la peine, tu mets 10 minutes. Et c'est une dame qui dit, faire confiance à tes images. Il faut, c'est la fabrication de l'image qu'on doit être très, très corps et âme avec. Aller à l'église, corps et âme avec.
Si on fait... Et ça me... maintenant, bon, j'ai un peu d'expérience, je peux parler d'une manière plus formulée maintenant. Ça fait que j'ai l'habitude, quand j'enseigne, je dis à mes étudiants, je dis, il ne faut pas faire les films sur les gens, il faut faire les films avec des gens, qui n'est pas pareil. Donc le résultat du film, par exemple, vous voyez, c'est les films faits avec les gens. Même si on est doué, on n'arrive pas. Donc avec tous ces Cambodgiens, qui ne sont pas là ce soir, mais c'est eux qui font le film aussi. Et ce sont les gens qui ont traversé ce crime, ce génocide. Il y en a qui sont nés pendant, il y en a qui grandissent qui a mon âge ou plus vieux que moi. Et ils sont capables d'amener vers créer, parler de notre histoire avec la création poétique, cinématographique. Je voudrais revenir aussi en poursuivant un petit peu le dialogue qui s'est déjà instauré, c'était de se dire, dans S21, la machine de mort Khmer Rouge, vous êtes avec qui est une écriture cinématographique documentaire, mais moi je me méfie de tous ces mots puisque c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, ce qui compte c'est la puissance cinématographique. Mais en tout cas vous étiez au cœur de ce lieu qui est le lieu de torture et d'exécution, avec Douche. Vous étiez en quasi face à face avec ce tortionnaire, voilà, et avec l'image manquante. Et c'était très émouvant du coup de vous entendre dire que vous souhaitiez, en arrivant en France, être menuisier, parce que du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qu'on retrouve ici, ce sont ces figurines. Vous revisitiez votre histoire grâce justement à une idée cinématographique que je crois n'avoir jamais vue avant vous, qui était justement faire incarner cette image manquante ou en tout cas faire incarner ce qu'on ne peut pas voir et qui est dans votre tête par ces figurines. Mais là, j'avais l'impression que c'est pas seulement l'idée de repasser par la fiction, c'est que vous, sur cette question de voir, vous nous interrogez, nous, les spectateurs aujourd'hui, sur qu'aurions-nous vu et qu'est-ce que ça veut dire voir si nous étions comme ces trois personnages. Oui, parce que ces personnages, ils sont allés le voir, interview report, avec chacun une histoire de scoop. Scoop journalistique, photographie, même Alain Cariou, qui est un penseur, vraiment, le vrai Alain Cariou, c'est un Écossais, oui. Dont les parents, le père était mineur de fond, dont il a un engagement de lutte toute sa vie. Et pendant la guerre du Vietnam, il collectait de l'argent pour envoyer de l'argent au Vietcong pour acheter les armes, pour lutter contre l'impérialiste. Et on lui a pourtant fait des remarques, tu vas trop loin avec le Khmer Rouge, faites attention. Mais on était dans la Révolution, dans le mai 68, dans le Jane Fonda qui manifestait dans les facs américains. On est contre la guerre injuste. Et c'était une guerre injuste. Et toute la révolution, on le fait la révolution aussi parce qu'il y a d'injustice. Donc, je me souviens que dans les articles des journaux, on titrait Phnom Penh libéré, les journaux français, 17 avril, après 3 jours de fête à Phnom Penh. Mais personne n'était là pour voir la fête. Il n'y a pas de fête d'ailleurs. On était évacués tout de suite. La ville, tout le monde sortait, on prend ce qu'on peut, et on dit, vous allez partir 24 heures, on fait le nettoyage, puis vous revenez. Et on n'est jamais revenu pendant 4 ans, presque 4 ans. Donc, vous voyez, c'est après cette... et une fois qu'on est engagé dans cette idéologie pure, on ne veut plus faire marche arrière. Et pourtant, il y a déjà des réfugiés qui arrivaient vers 1976. Et il y avait un livre écrit par le père François Ponchot qui s'appelle Cambodge année zéro. Donc il y a des témoignages, il y a des prêtres, ils sont ce qu'ils sont, mais ils font le travail humanitaire remarquable. Il y avait le père Ponchot, il y a le père Sérac qui était à recueillir les réfugiés à la frontière, mais personne ne veut entendre parce qu'on est dans le petit peuple qui gagne contre l'impérialiste.
C'est ça. Quand je fais le film, j'ai mis 10 ans pour faire le film. Non, c'est parce qu'il faut qu'on arrive à trouver un écho dans ce que j'ai vécu, voilà, par rapport à l'actualité. Je ne veux pas fuir votre réponse. Sihanouk ne me fait aucun écho dans mon vécu à moi. Le Khmer Rouge, Gaza, le 7 octobre, c'est écho. Ce qui est manipulation d'information, tout ce qui est la rapidité de l'information, tellement rapide qu'on ne s'en souvient même plus. Qui sait qu'hier, on estimait il y a 150 000 personnes qui sont mortes depuis 8 mois au Soudan. Et on sait tout sur certaines actualités, d'autres actualités, on ne sait pas. 150 000 morts en 8 mois, hein. Pas rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je déteste les chiffres d'ailleurs. Parce que ça élimine toutes les personnes. Les chiffres, on regarde derrière les chiffres, on ne sait plus les personnes. C'est abstrait. Oui, abstrait, voilà. Et donc, mon travail, c'est justement, on revient au cinéma, c'est de rentrer les choses, le mot. Ça reste toujours, c'est difficile de parler de crimes de masse, crimes d'humanité, parce que c'est tout un processus. Hein. On ne dit pas génocide comme ça, on ne dit pas crime contre l'humanité, tout ça. Il y a tout un... Ce qui m'intéresse, c'est de démontrer l'intention. Par exemple, dans S21, c'est de démontrer comment l'appareil est au cœur de l'État, au cœur de Phnom Penh même. Il y a plein de prisons partout. Mais pourquoi S21? Parce qu'il est l'instrument de l'État. Et donc il faut démontrer cette intention de l'État. C'est réfléchi, il y a une administration qui accompagne un crime génocide, comme ce qui est arrivé avec les Juifs, comme ce qui est arrivé en Bosnie, comme ce qui est arrivé au Rwanda. Il y a toujours une décision politique qui accompagne ce crime de masse. Alors la responsabilité du cinéma, si on touche à ce sujet-là, il faut arriver à faire sentir cette intention-là. Voilà, dans S21, c'est un film fort, mais pas achevé. J'ai dû faire encore 2 ans avec Deutsch. Deutsch est difficile d'incarner en fiction un type comme Deutsch ou un type comme Pol Pot. Pol Pot, vous savez, c'est comme vous et moi. Hein. C'est humain, c'est un être humain. C'est un type très intelligent, c'est très séducteur, très souriant. Vous voyez des photos tout le temps, gros sourire. Comment incarner ce mal avec ça? Je suis perdu avec ça. Le mal est toujours plus fort. Et donc, est-ce qu'il faut l'incarner? Je dis non. Les films intéressants, c'est pas Pol Pot. C'est l'homme de Pol Pot. C'est les mécaniques de tromper des gens, d'amener les gens de destruction, de qu'est-ce que c'est l'idée pure, l'idée de laboratoire, quoi. Alors, dans ce genre d'environnement, d'idées, on s'en fout des morts. Que ce soit 2 millions de morts comme au Cambodge, comme chez nous, c'est pas grave. S'il reste 1 million, s'ils sont purs, ils peuvent tout faire. Ils le disent d'ailleurs, avec l'esprit révolutionnaire fort, on peut tout faire. On peut faire 7 tonnes de riz. Nous, on le dit tous les jours, vous allez faire 5 tonnes. 3 tonnes déjà, on a du mal. 5 tonnes, eux, ils vont à 7 tonnes. On fixe comme ça et on doit faire 7 tonnes. C'est comme Mao qui dit, voilà, on tape pour chasser les oiseaux. Il tape sur les casseroles, il chasse. C'est vrai, il y a des oiseaux qui volent tellement, ils s'épuisent, ils meurent. Mais seulement les oiseaux, ils mangent les vers. S'il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de vers. Les vers sont là, et les vers, ils mangent le riz. Donc, famine. C'est pour ça l'époque de la révolution agricole de Mao, c'était échoué par quelques millions de morts quand même. Voilà, le cinéma, faire un film, c'est accumuler tout ça comme une recherche, comme je dis dans le livre, c'est besoin de savoir le mécanique. Moi, j'ai commencé à étudier vraiment lire avec une note. Par exemple, j'aime beaucoup la langue de Troisième Reich. J'ai vu. Oui, donc c'est Victor Klemperer. Klemperer, il explique déjà. C'est pas la même chose, c'est les nazis, c'est l'autre, c'est pas quoi, on dit maoïste, mais c'est pas maoïste non plus. Et les staliniens, c'est pas stalinien non plus, c'est Pol Pot, quoi. Donc il faut comprendre le langage. On dit plus, comme vous êtes cambodgien, le mot comme texte pour dire tuer, par exemple. Alors, comme texte, c'est destruction, réduit à poussière. C'est fait, vous n'êtes plus rien. Vous n'avez plus sépulture.
C'est pour ça que c'est difficile pour moi à faire un film. C'est plus facile à faire des films quand vous n'y êtes pas. C'est pas un jugement, hein. Encore une fois, je me parle en tant que cinéaste, j'analyse la situation, quoi. Si vous pouvez faire la liste Chandler, vous pouvez amener les gens jusqu'à la douche, jusqu'à la chambre de gaz, aucun problème. Et c'est bien. Il fait connaître pas mal de choses aux gens qui ne connaissent pas. On aime, on n'aime pas. Puis vous avez le pianiste de Polanski, qu'on voit rien. On voit les mecs qui essayent de résister, de survivre en jouant le piano dans le vide. Et Spielberg n'a pas vécu. Et l'autre, Polanski, il a vécu le ghetto de Cracovie. Donc, on n'a pas la même démarche. Et simplement, il faut être en accord avec chacun a sa morale, a son éthique, a son vécu. Il faut que la première chose, c'est ça. Et quand vous connaissez cela, vous pouvez aller vers la liberté de créer, parce que la liberté de créer est si dangereuse si on n'a pas un ange gardien qui vous aide à ne pas faire n'importe quoi. Je crois qu'il y avait une question, madame. Bonsoir, monsieur Ritipane. Je suis très heureuse de vous rencontrer ce soir. Vous dites que vous n'êtes pas très cinéphile, mais vous avez offert une œuvre que je ne sais pas qualifier. J'ai vu l'image manquante et ça m'a profondément touchée. Je suis originaire du Cambodge et mes parents ont traversé cette tragédie. Quand je vous entends parler, vous êtes un être passionnant. Un bon vivant, qui aime manger, qui aime boire. Ouais, et puis avec le chapeau de paille et tout, c'est grave stylé en fait. J'ai mis une belle veste. Ouais, c'est... D'habitude, je fais... En fait... Parce que j'ai vu une salle comme, ils mettent une jolie veste. Alors, vous n'êtes pas devenu instituteur. Moi, je suis devenu professeur spécialisé. Ah, super. Et la réalisation, ça m'a toujours beaucoup... je veux dire, passionné. Et en fait, quand je vois ce qu'on peut faire avec ça, comme partager des histoires qui ont touché des peuples, eh ben, je vous remercie en fait de faire ce travail-là. Parce que si j'étais devenue réalisatrice, j'aurais peut-être fait des films humoristiques. Mais vous savez, on dit poète, quand j'ai passé mon bac, il dit le poète quelque chose à dire ou pas. Il dit poète et pour les chars, Bergson, tout ça, quoi. Mais non, les Grecs, les poètes, c'est les créateurs. Ça peut être éducatrice, ça peut être un boulanger, ça peut être un menuisier, mais il faut créer. Voilà, vous êtes poète aussi, d'une certaine manière. Si vous faites bien dans votre domaine, vous pouvez inventer les processus de rééducation, d'apprentissage de langue et tout ça, mais c'est peut-être parce que j'ai frôlé de près la mort. J'adore découvrir les choses. J'adore chaque jour. Il faut toujours réapprendre. Hein, il faut apprendre. Quand je dis j'adore manger, c'est vrai. Oui. Et vous, si vous voulez me voir, c'est très simple. Vous allez marcher Fontenay-sous-Bois le dimanche. J'y suis souvent. Vous avez le chapeau. Tâter des fruits, regarder les poissons, quel jambon est bon, quel fromage est bon. J'ai fait tous les dimanches. Je ne les rate jamais. C'est vrai en plus. En tout cas, si on prenait un café, j'écrirais un film sur Rendez-vous avec Ritipane, si vous me le permettez. Merci en tout cas pour votre film. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Ramdoul. Je m'appelle Lorraine, mais là je... Ramdoul, c'est... Ramdoul, ma copine aussi, elle s'appelle Ramdoul, c'est le cas. Deux Ramdoul. On est connectés. C'est une fleur, hein, Ramdoul. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait avec ce film, et aussi les autres films. Parce que, pareil que Ramdoul, moi je suis fille de survivants de guerre. Mes parents viennent de Battambang, ils sont arrivés en 82. Et chaque film que vous nous avez offert, c'est une pierre à l'édifice de notre chemin identitaire, je pense. Un peu pour tous la diaspora. Donc j'avais deux questions. Ma première question, c'était, même si le film est une très belle œuvre, etc., c'est assez fort, intense. Moi, je sais que mes parents... Je ne veux pas vous dire. Ils m'ont posé plein de questions sur à quel degré on voit la guerre. Ouais, Donc ma première question, elle est adressée à vous. Comment vous réussissez à travailler en sachant que vous avez
vécu ça vous-même et que je suppose que vous avez vécu les mêmes traumatismes que mes parents. Je sais répondre ça. Je sais répondre parce que je rencontre ça tous les soirs. Depuis maintenant une dizaine de soirs. Quand j'ai commencé à faire les films, dans les salles comme ça, il n'y a pas un Cambodgien. Il n'y a que les Français. Et les Cambodgiens ne viennent pas. Ils ne sont pas venus. Alors, c'est pas grave. Je continue parce que j'ai cru en quelque chose, que j'ai raison de le faire. Il ne faut pas les en vouloir. Hier encore, à Saint-Denis, avant-hier, Amérique était là, et on parlait comme ça. Puis à la fin, une jeune fille me demande le micro. On me donne le micro, on me dit « Voilà, merci beaucoup pour les films. Mon père ne veut pas venir avec moi. Il ne m'a jamais raconté, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que je fais là, qui je suis, quoi. Ma mère va voir le film aussi, mais il va voir dans d'autres cinémas. Et ce que je veux dire, c'est que c'est difficile pour eux, les générations qui ont vécu ça, surtout ceux qui viennent arriver ici, pas seulement les Cambodgiens, les autres pays qui ont fait la guerre. On vient, on essaye de vivre d'abord. On construit une famille, on est souvent, ne sait pas parler la langue. Il faut apprendre la langue, reprendre tout à zéro, construire petit à petit. Et un jour, on a une petite maison, un petit appartement, on a des enfants qu'on s'est battu pour l'élever, en le envoyer à l'école, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Et le problème, c'est que quand les traumatismes, j'appelle ça les fantômes, ils viennent toujours là où vous n'attendez pas, là où vous êtes vachement, vous vous sentez libéré. La famille existe, les enfants vont à l'école, on va voir les petits-enfants, etc. Et là, les fantômes arrivent. Et ils interrogent. Alors, nous, quand on fait un film, moi, quand je fais les films, je pensais à ça. Je dis, bon, c'est pas grave. C'est vrai que au bout de... Ça fait plus de 30 ans que je fais les films. J'ai plus des jeunes de votre âge qui viennent me poser des questions. Et tout à l'heure encore, une jeune fille à Noisiel qui me fait dire la même chose. Et les films, c'est à ça, en fait. C'est qu'un outil. C'est un outil. C'est pas un film, c'est l'histoire de Cambodge entier. C'est un petit bout là, un petit bout là. Et c'est crime contre l'humanité. C'est pas. Moi, je fais un film. Je fais un film, oui, je suis content de l'avoir fait, mais contre l'humanité, c'est contre vous tous. Puisque vous êtes l'humanité. C'est pas que les Cambodgiens ou pas. Et si les parents n'arrivent pas à parler, il y a tout à l'heure, pareil. Alors, le monsieur, il a accepté de venir avec sa fille. C'est très émouvant. Alors, il demande le micro, et c'est certainement quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Il ne parlait pas le français très bien. Et puis, il me demandait s'il peut parler en khmer. Il dit, pas de problème, parler en khmer. Puis il dit, voilà, j'étais traité comme ça, comme dans le film, je suis obligé de manger des insectes pour survivre. Voilà, c'est ça qui est difficile. C'est les génocides, c'est ça, c'est vous déshumaniser. Et qui est fier d'aller dire à son voisin, à sa fille, attends, j'ai mangé des lézards pour survivre? Non. Oh, j'étais pas assez bon pour sauver ta tante ou ton oncle. Non, c'est une sorte de honte comme ça. C'est ça ce qui est compliqué, vous voyez. Et je ne connais pas d'autres outils qui est aussi efficace que l'œuvre d'art en général. C'est-à-dire on vous offre et vous appropriez et vous faites un outil utile. Alors le monsieur, il est très content. Souriant, retrouver la vie. Un film, quoi, c'est rien du tout. C'est un film de 2 heures, quoi. Mais ça libère une sorte de non-dit, de sentiment de culpabilité. Pareil à Saint-Maur, pareil. Une dame qui ne voulait pas venir. Et son mari dit, il faut absolument, tu vas. Ils sont en couple mixte, quoi. Et il est venu le film, et il repartait soulagé. C'est-à-dire que je ne suis pas plus courageux que votre papa. Je suis même certainement un des mecs les plus lâches de la Terre. Non, c'est vrai, ne rigolez pas. J'ai de la trouille des fois quand je pars dans le tournage, vous ne voulez pas savoir. Maintenant, ça va, la situation est... Quand je fais, par exemple, j'ai filmé les Khmers rouges qui sont encore forts à l'époque, qui ont des âmes encore. Parfois, ils m'ont encerclé, quoi. Et j'ai peur. Hein. Parce que je me dis, est-ce qu'un film vaut la vie d'un de mes collaborateurs? Ben non. On a cette responsabilité-là aussi. C'est comme Lise Delbo dans le film. Elle va poser des questions, mais c'est l'autre qui va être arrêté. Vous allez insister beaucoup. Où est les Bopana? Quel âge? Comment ils sont? Non, ils vont le trouver, ils vont le tuer.
Ouais, on regarde un film, c'est les journalistes, ils veulent savoir, ils veulent la vérité, mais la vérité, il n'est pas facile à obtenir si vous mettez les gens en danger. Alors, le film, c'est à ça aussi. Je reviens à ce que votre histoire, c'est que je fais toujours des trucs comme ça, sinon j'oublie. Parce que c'est une fois, les différents degrés de film, j'ai produit aussi un autre film. Vous voyez, des fois, je n'ai pas que moi, le génocide cambodgien ne m'appartient pas. Hein. Et quand je trouve que c'est une œuvre utile, je l'aide. J'ai produit les films Angelina Jolie dans Netflix. We Were First, They Killed My Father. C'est pas du tout le cinéma que moi je fais, moi que je pratique, mais on s'entendait bien. Et puis, on a fait une projection au Cambodge full. Et puis, les plus âgés commencent à mettre à parler avec les plus jeunes, etc. Vous voyez, l'idée, c'est j'écris des pages et vous tournez. C'est pas pour rester dedans toute la vie. Il faut que ça devienne, quand la parole sort, ça devient universel, et ça, vous pouvez faire le deuil. Il faut arriver à faire le deuil. Ben, c'est exactement ça. La deuxième partie de ma question, c'était au Cambodge, comment est reçu ce type de cinéma, ce film notamment? Oui, au début, personne ne regardait mes films. Maintenant, ils regardent S21, ils regardent Deutsch, tout ça. Puis, parallèlement du film, j'ai fait le Centre Bopana, j'ai créé le Centre Bopana, donc vous pouvez aller consulter un jour. Le Centre Bopana, c'est pas le Khmer Rouge, c'est la plus ancienne image, c'est 1898. C'est les frères Lumière qui ont envoyé les équipes. Et j'essaie de restaurer en continuité depuis que l'image existe, parce que c'est un centre audiovisuel. J'ai les Khmer Rouges, évidemment, j'ai les films aujourd'hui, j'ai des danses, on collecte les leçons de danse, des minorités Bunong, Yarai, tout ça, vous voyez. On a fait aussi un outil qui est très, très sympa, vous pouvez télécharger ce soir, ça s'appelle Khmer Rouge History, c'est seulement malheureusement en anglais et en cambodgien. C'est une application Android aussi bien que Mac, c'est gratuit. Vous avez toute l'histoire et on offre ceux qui veulent une réponse, ceux qui ont des questions qui n'ont pas de réponse, ils peuvent aller consulter. Ouais, c'est en plus sur smartphone, super simple à faire, quoi. Et vous avez certaines questions vont peut-être retrouver pas toutes les réponses, mais une partie. Merci beaucoup. Vous avez parlé du centre Bopana et aussi, je voudrais peut-être un peu... Non, mais je gardez le micro, on va voir. Mais il y a toujours, dans tous vos films... Il y a Bopana. Alors, déjà, il y a toujours la figure, et pour le coup, plus que la figure, le visage de cette femme, hein, Bopana. Haute Bopana, si je me souviens bien de son prénom, il y a plusieurs fils comme ça, de film en film. D'ailleurs, c'est elle qui est sur aussi la couverture du livre. La couverture du livre, et quand Alice Delbo va prendre une photo à la fin, c'est sa photo. Tout le monde ne connaît pas Bopana, mais c'est pas grave. Elle vient tout le temps. Et c'est une façon aussi de dire, en fait vous verrez, je montre toujours les mêmes images, souvent. Parce que quand je monte une fois, vous vous en souvenez pas. Je montre deuxième fois, vous montez troisième fois, quatrième fois. Et vous finissez pas, tiens, il a fait la même chose. C'est bon, c'est fait exprès. Et donc vous avez les mêmes archives, les mêmes Bopana partout. Mais à chaque fois, vous ne vous rendez pas compte. Parce que c'est fictionnalisé, fait en telle sorte, ça passe autrement. Bopana, c'est quelqu'un, c'est une jeune fille très belle, à l'époque, qui est très éduquée. Elle avait un cousin qui s'appelle Wood Lisita. Wood parce que le père Bopana l'a adopté. Donc ils ont donné le même nom. En fait, il s'appelle Lisita. Et ce sont des intellectuels. Ils parlent français, l'anglais. Et quand la révolution arrive, Lisita, qui est une famille paysanne, même s'il est adopté par son nom qui est plus aisé, Lisita est parti rejoindre les Khmer Rouges dans les maquis. Maquis, c'est un mot de Sihanouk. Venez les petits-enfants, allons au maquis faire la résistance. Donc il est fait au maquis. Et Bopana est restée dans la ville. Je crois qu'elle a travaillé avec Ilse Becker, comme par hasard. Et quand les Khmer Rouges arrivent, le mari devient cadre Khmer Rouge et mari cousin.
et la cousine déportée. Comme elle a la peau blanche, elle vient de la ville, on l'appelle Môme la Blanche. Parce qu'on est raciste avec la peau. Et les paysans doivent avoir des grosses doigts, la peau bien noire, grosses doigts. Ben, moi, j'ai failli crever avec mes doigts très fins. Parce qu'il dit, vous n'avez jamais touché la hache ou la haut de votre vie. Non, hop, j'ai caché mes doigts. Et ceux qui ont des gros doigts, c'est le peuple résistant, paysan, travailleur, etc. Donc, alors, dans Opana, évidemment, quand Phnom Penh est libérée, elle doit sortir de la ville, elle s'est dirigée vers son village. Elle a retrouvé la mère de Lisita. Elle est restée là. Lisita, qui rend visite sa mère, a retrouvé sa cousine. Ils sont tombés amoureux. La mère accepte de les marier en cachette. Là, ils commencent à échanger le courrier. Et Opana dit, voilà, les villageois, l'ancien peuple, c'est le peuple révolutionnaire, me fait du mal et me fait travailler très, très dur, etc. Mais le mari est patient, la révolution ça va évoluer, tout ça. Et en même temps, il mettait Paul et Virginie, mon Paul, où es-tu maintenant en français, quoi. Et l'autre qui dit, qui citait Macbeth en anglais. Et quand il y a un purge, ils ont attrapé Lisita, ils trouvaient les lettres d'amour avec des Shakespeare et Paul et Virginie, dont ils ont attrapé Opana. Et tous les deux sont allés à S21, là où je fais le film. Et tous les deux ne savent pas, l'un et l'autre sont là. Opana est passé à la torture. Elle a dit, voilà, je reconnais, je suis agent de la CIA, KGB, tout ça. Sauf une chose qui est étonnante, à chaque fin de page, et il y a un dossier comme ça. Hein. Opana, si un jour vous pouvez visiter S21, si on veut vous montrer, c'est le dossier le plus épais. Et elle signe CEDA de dette, en français, lettre latine. Très courageux, hein. Écrire en lettre latine, ça veut dire que vous êtes éduqué, sinon comment vous pouvez écrire en lettre latine? Et CEDA de dette, ce qui veut dire, CEDA c'est le Sita de Ramayana, mais en khmer c'est le Rimke, c'est CEDA, de dette de mon mari, dette. Donc ça veut dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, je réponds ce que sauf celui-là. Sauf l'amour que j'ai pour mon mari, je résiste. C'est mon histoire, c'est ma vie privée, et je vous signerai jusqu'à la mort CEDA de dette. Ah, c'est cette figure de résistance-là qui me semble... On n'est pas tous des moutons, quoi. On ne se laisse pas tuer, quoi. Et on n'avait pas de choix. Et on résiste à sa manière. Mon père s'est suicidé. Avec quoi? Avec rien, en cessant de s'alimenter. Parce qu'il dit, ben, c'est pas nourriture pour les humains. Et ça forge le fils aussi. Avec beaucoup de peine, mais ça forge le fils. Et voilà, Opana me forge dans le travail que je dois faire. Là, je sais très bien que 3, 4, 5, 6, 10 ans sur les Khmer rouges, ça va me traîner. Je vais marquer cinéaste des Khmer rouges. Non, en fait, je ne suis pas cinéaste des Khmer rouges. Pourquoi? Parce qu'on revient au cinéma, parce que j'essaie toujours de donner une dimension cinématographique au film. Chaque film que je fais, que j'écris, que je tourne, que je monte, j'essaie d'amener toujours le cinéma, quoi. C'est pas, le Khmer rouge n'est pas le moteur, mais c'est le cinéma. Ça revient à la question que je voulais vous poser, et du coup, peut-être aussi à Émeric Pilarski, c'est que il y a dans ce film-là aussi un parti pris, alors moi que je trouve d'emblée totalement, qui m'a soufflé d'emblée, pour être tout à fait honnête, avec l'ouverture du film, ces photos, ces images plutôt d'avions. On est avec une matière assez particulière, et puis il y a un insert, je crois, dans l'avion, et puis on se retrouve avec cette image qu'on voit sur l'affiche d'ailleurs, avec ces 3 personnages comme ça, sur un tarmac, un espace vide, et je crois que la question d'un espace vide sans où les hommes ont disparu, c'est aussi une des questions du film. J'étais extrêmement touchée d'emblée, et du coup c'est aussi pour ça que c'est une question qui s'adresse Le silence aussi. à vous deux, le silence, le vide et le silence, mais j'étais très touchée par la manière dont vous avez travaillé cette image
qui à la fois, immédiatement, on a l'impression qu'on est dans les années 70, mais en même temps, il y a quelque chose d'une qualité particulière qui fait qu'on est immédiatement avec ces personnages. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression qu'on est dans un film, puisque nous sommes donc, on va le dire par facilité, dans une fiction, même si moi ce que je crois c'est qu'on est dans du cinéma, mais bon. Donc je voudrais savoir comment tous les deux, parce que ça c'est vraiment une question importante, vous parliez des fantômes, il y a aussi une scène, et vous parliez de la lune, ce sont des choses qu'on retrouve dans le film, il y a une scène, il y a des apparitions, il y a des superpositions, il y a une révélation à l'intérieur d'une sorte de cauchemar qu'a le personnage de Lise Delbo. Elle comprend dans son cauchemar que c'est fini, ça veut dire c'est les fantômes, ça veut dire que Paul Thomas c'est terminé, ça veut dire qu'elle comprend la mort dans son rêve. Et donc je voudrais un petit peu vous entendre tous les deux pour savoir comment est-ce que vous avez travaillé en termes de lumière, parce que je trouve que c'est un film qui est d'une richesse et d'une très grande complexité, à la fois sur les différents registres d'images, sur le montage, vous en avez parlé tout à l'heure, et pourtant d'une très grande fluidité. Donc je suis, pour être honnête, tout à fait époustouflée. Cette image, en fait, peut-être qu'on revient d'abord, parce que moi c'est la première fois que je travaille avec Riti, donc c'est aussi comprendre, lui, son univers, ses choix artistiques, ses goûts aussi, ses références de cinéma. Donc en fait, je pense que tout a commencé quand on a commencé à faire les repérages en fait des décors au Cambodge, qui sont venus 2 mois avant le début du tournage. Et très vite, la question s'est posée Riti, de toute façon, savait qu'il voulait mettre des archives, des figurines et ces scènes, je dirais, plus de fiction. Et c'était après, voilà, comment mêler tout ça, non seulement par le cadre, justement, donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce format qu'on appelle le format 4/3, que vous voyez que c'est un format carré, qui est le format des archives, tout d'abord. Et pour nous, c'était intéressant, en fait, d'utiliser le même format, non seulement pour le montage, pour que ce soit plus fluide, mais aussi pour se dire qu'est-ce que ça peut représenter aussi pour la narration, et par rapport aux personnages, par rapport à leur emprisonnement, par rapport à leur étouffement. Et aussi parce que Riti aimait bien aussi les portraits justement dans ce format-là, parce qu'en fait le cinéma classique de l'époque c'était dans ce format-là aussi, format 4/3, et c'est vrai qu'on se rappelle de beaucoup de portraits de stars. Et du coup, on a fait des tests caméra sur ce format aussi. On s'est dit, tiens, c'est vrai que c'est intéressant, on va le garder. Après, par rapport, je dirais, à la lumière, on est allé voir sur pas mal encore de références de cinéma classique, comme La Nuit du Chasseur, où là, c'était intéressant, parce qu'encore une fois, c'est un format carré, 4/3. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était justement ce jeu d'ombre dans le film, et aussi ces toiles, toutes ces projections. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi, s'en inspirer, ou en tout cas voir comment ça pourrait être utile pour nous aussi. Et de là, ce qui est bien avec le format 4/3, justement, c'est qu'en fait, on imagine aussi ce qui se passe dans le hors-champ, tout ce qui se passe en dehors du cadre, et ça laisse un peu justement le spectateur imaginer, travailler son imaginaire, comme le fait aussi les figurines, et de suggérer beaucoup de choses, et de voir comment est-ce qu'on peut ramener justement ce qu'il y a dans le hors-champ, dans le cadre, donc par les ombres qu'on projette, qui pourraient être, est-ce qu'il y a un danger toujours qui est permanent, qui entoure les personnages, et les projections, pareil, qu'est-ce qu'on projette, donc le personnage d'Irène, quand justement on projette sur les moustiquaires, est-ce que c'est son imaginaire, est-ce que c'est autre chose, c'est tout. Il y a toujours un travail sur le suggéré quand même, suggéré, symbolique, abstrait, qu'on s'est dit, comment faire un film comme ça. Et après, pour peut-être la texture de l'image, comme tu dis, c'est peut-être un cachet, un peu d'époque, tout ça. C'était aussi. En fait, c'est quelque chose qu'on a un peu évoqué, mais on s'est dit est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Et en fait, c'est après le montage qu'on voit que quand les choses sont montées ensemble, comment elles s'articulent. Est-ce qu'après, il y a un autre travail nous qu'on fait à l'étalonnage pour savoir comment mêler tous ces formats d'archives, de figurines et de fiction pour peut-être prendre un côté homogène et aussi projeter le spectateur peut-être dans cette époque-là aussi. Donc est-ce que c'est une image 70, je sais pas, je pourrais pas dire. C'est juste que nous, c'est un feeling en fait qu'on a cherché. Encore une fois, une image un peu organique, qui soit pas non plus fausse, qui soit pas non plus trop mise en scène, pour pas qu'à chaque fois on se sente sortir vraiment du récit. Parce que la plus importante, et je le dis moi en tant que personne de l'image, c'est pas l'image en fait, c'est vraiment ce que nous on peut apporter à la narration en fait.
Donc tout ce qu'on peut mettre sous le tapis, il faut le mettre, je pense. C'est pas quelque chose où on montre ce qu'on peut faire. Pour ça, on fait des pubs, quoi. Donc voilà ce que je pourrais dire. Riti, si tu veux ajouter des choses. Bonsoir, Monsieur Retipan. Merci pour votre film et puis pour votre œuvre en général. Moi, ma question, c'est pour le travail du créateur. C'est-à-dire comment vous avez fait les choix entre les moments de cinéma filmé avec des acteurs qui parlent, qui bougent, et les moments d'animation, si j'ose dire, avec les figurines, où là on a plutôt quelque chose de fixe, notamment au niveau des regards, où on se sent regardé finalement par les figurines à ce moment-là, il n'y a que la caméra qui bouge autour. Mais vous, comment vous avez fait le choix, telle scène ou telle scène, avec des acteurs ou avec des figurines? Tout ce que je ne sais pas d'Elisabeth Becker, je peux mettre en scène, parce que je ne l'ai pas vécu ce moment-là. Et après, le reste, ça peut aller aussi bien en réel qu'en archive ou à travers les figurines, en fait. Et, par exemple, des scènes des enfants, j'en ai fait les deux. Toujours J'ai un peu de souci aussi que maintenant que les gens ne voient pas l'image, ils ne croient pas. Et comment montrer l'image quand même sans que ça soit obscène, sans que ça soit violent. Alors, parfois, quand Paul va voir l'enfant qui est en train de mourir, j'en ai monté plein de versions. Et même Paul lui-même n'arrive pas facilement à le faire, parce que je dis, tu ne prends pas de photo, tu hésites. Il dit, mais pourquoi je ne prendrais pas de photo? Je ne viens pas témoigner. Alors, c'était comme ça, quoi. Il dit, non, tu ne prends pas les photos, parce que je n'arriverai pas à montrer les photos qu'il montre, quoi, qu'il est en train de faire, quoi. Donc, et là, en même temps, je sortais par une sorte d'expérimentation, quoi. C'est-à-dire, je mets 1, c'est gênant, je mets 3. Je mets 3, et après, je suis allé chercher, les caméras rouges, ils tournent, et puis quand à la fin, ils mettent toujours une main comme ça, devant l'objectif, je dis, voilà, ils s'empêchent de voir quelque chose. Et il y a des plans où ils font, c'est des chutes, par exemple, si quelqu'un qui dans la foule, qui boite, l'opérateur, il tourne, et puis il se coupe tout de suite, il reprend, le mec est disparu. On met les gens bien portants qui courent avec j'aime aller chercher à la source de l'image, quoi, des roches. Et ça, j'ai trouvé des mains qui empêchent les caméras. Donc ça, je peux. Mais ça, il faut, comme le son, hein, j'écoute tous les sons qu'on me fait, quoi. Donc ça veut dire que je passe énormément de temps à regarder en détail chaque image et à quel moment je peux exploiter. Je peux intégrer dans le récit, quoi. Et c'est vrai que j'ai décidé de faire les choses voilà. Et il n'y a qu'un moment où j'ai fait une sorte de mise en abîme, parce que les acteurs viennent, regardent leurs propres figurines, en fait. Ils sont manipulés eux-mêmes déjà dans cette balade, dans les temples, parce que les Khmers rouges emmènent tout le temps les visiteurs sur les temples. Comme ça, c'est la gloire, c'est notre passé glorieux, on est capable de construire le temple. C'est vrai, le temple d'Angkor, il est passionnant, c'est énorme, c'est gigantesque, des hectares de temples, c'est très très beau. Et ça fait partie aussi d'une masque. Et il dit, c'est un peu comme maintenant, hein, il dit, voilà, on n'a plus besoin de vous, et barrez-vous, on est capable nous-mêmes de... Mais ils ne sont pas compétents pour l'archéologie. C'est des jeunes paysans, quoi, c'est pas... Il faut faire des études d'archéologie. Ma sœur était archéologiste, et il est morte sous les Khmers rouges. C'est pas parce qu'on est archéologiste qu'il vous emploie. Il prend les paysans, comme des médecins, on le forme en 2-3 semaines. Et puis, il opère les gens, hein. Puis après, on exécute le docteur, on garde le jeune paysan, et puis ils sont très fiers. Ils disent ça, l'esprit révolutionnaire, fait que notre jeune paysan peut être docteur en quelques mois, quoi. Et ils sont très fiers. Moi, j'ai travaillé dans notre hôpital pendant un certain temps, ils sont très fiers. Ils sortaient avec les mains, avec une teinturiote, comme cicatrisé, quoi. C'est pour dire qu'il a opéré lui-même le docteur, Khmer rouge. Voilà, c'est 3 choix différents qu'il faut le mettre. Puis après, de temps en temps, je fais en plus ce que je ne mets pas. De temps en temps, je fais en plus et j'utilise. Ça, c'est au cinéma, quoi. C'est ce qu'on sent, ce qu'on ne sent pas.
Mais il me semble que dans l'image manquante, vous parlez d'un opérateur. Oui, j'ai cherché ce gars parce que c'est pareil, il avait 500 000 pages à peu près. Ouf, beaucoup de temps pour lire 500 000 pages. Là, c'est pareil, si lire 500 000 pages, c'est des journées entières. Et mais il a l'info. Je sais pas, moi je crois que les morts vous guident parfois. Les âmes des morts vous guident. Alors, ça, à l'époque, c'était faisable. On me confiait les archives originales. Moi, j'avais tout un sac comme ça. Je dors avec. Vraiment, je dors littéralement. J'ai mis le sac à côté de mon lit, puis je lisais la nuit, et puis hop, je trouvais quelque chose. Et je trouvais ce caméraman qui était exécuté. Il dit, ça, il y a un problème. Et après, j'ai trouvé des roches, parce que j'ai fait numériser toutes les roches des Khmers rouges il y a quelques années. Et dans les roches, vous avez des accidents, parce qu'on cherche mal les pellicules, oui. Il y a des voilés, pas les lumière du jour. Du coup, il est accusé comme un ennemi, quoi. Ouais, c'est toujours une trace quelque part, en fait. C'est ça, il faut vraiment être patient pour trouver ces traces-là. Je voudrais revenir aussi sur ces 3 personnages, de ces 3 journalistes. Donc, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est inspiré mais du livre d'Elizabeth Baker, de ce qu'elle a vécu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ces 3 personnages, parce que moi j'ai l'impression qu'ils nous regardent. Irène, c'est une bosseuse. Irène Jacob. Elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup lu. C'est une comédienne très courageuse, vraiment très courageuse. Elle ne s'occupe pas d'elle, elle s'occupe du film. Je peux filmer avec elle sans maquillage, sous le soleil, je peux tout faire. Elle est vraiment au service d'une histoire, quoi, d'un récit, quoi. Donc elle a rencontré par exemple Florence Aubenas, parce que c'est une des dernières grands reporters qui fait des enquêtes de terrain, qui passe beaucoup de temps à enquêter. Avec Cyril, elle a rencontré Elizabeth Baker, donc ils se parlent pendant 3-4 heures ensemble, là. Et ils continuent à dialoguer, même pendant le tournage, quoi, que moi je donne jamais de nouvelles de moi à Elizabeth Baker. Et Irène est discrètement en contact avec elle pour lui poser des questions par mail. Grégoire, il est très très bon. Je ne sais pas s'il fait tout ce que je dis. Je lui dis, il lit Alain Badiou, je lis Noam Chomsky, il y a tout ça. Donc voilà, bon, il a dû lire Alain Badiou. Et Cyril, lui, c'est spécial parce que le photographe, il est blanc américain. Alors que là, vous avez choisi. Un africain, mais parce que je me disais, quand j'étais sous les Khmers rouges, je dis, mais c'est tellement incroyable. Mais si dans l'image manquante, je l'ai raconté, j'ai rêvé qu'un avion me parachute un appareil photo, quoi. Je fais une photo. Peut-être le désir du film vient déjà à ce moment-là, sans que je sache. Vraiment, c'est juste pour faire une photo, pour dire voilà ce que j'ai vécu. Ceci dit, Primo Levi disait, quand il rentrait de Auschwitz pour aller chez lui, il disait, mais si je dois raconter ce que j'ai vécu, personne ne croira jamais. Alors, voilà, c'est cette question de dire, mais si un jour j'ai la chance de survivre, personne ne croira. C'est ça qui... Mais Paul Thomas, oui, je pensais qu'il était enfant. Il a vu qu'on attrapait Lumumba avec sa chemise blanche, là, qu'il essaye de faire manger son propre discours. Et puis, ils essayent de boucher sa bouche avec un morceau de chiffon blanc. Puis, Lumumba résiste. C'est une façon de résister jusqu'au bout, quoi. Les mains toutes ligotées, tout ça. Et je dis, il faut un passé comme ça pour qu'il puisse aller chercher la vérité. Il faut qu'il voit qu'il sent, il ne parle pas beaucoup dans le film, mais il sait quelque chose qui ne va pas. Voilà, j'essaie de donner à chacun, tout le monde fait ça, hein, mais c'est
Et j'en ai même jusqu'à faire 2 versions, une avec chemise blanche de Lumumba. Mais la fluidité passe pas, on comprend pas en fait, on comprend pas. Sauf si j'ai fait introduire un Darshim, c'est Lumumba. J'ai essayé. Oui, parce que ça a été filmé, son arrestation ouais. à Patrice Lumumba. Ouais. Mais parfois, on veut faire quelque chose, mais ça ne marche pas. Parce que je crois que la nouvelle génération ne sait même pas ce que c'est le Lumumba, et encore le Lumumba avec chemise blanche, ça va. Je suis trop optimiste dans ma tête. Qui n'a jamais entendu parler de Patrice Lumumba? Soyez pas timide. Ah, vous voyez que c'est pas que la jeune génération. Ouais. C'est normal. Maintenant, il pourrait aller voir. C'est pas la peine d'aller à la bibliothèque. Vous regardez, vous trouverez, et peut-être même vous pourrez trouver et l'histoire de Patrice Lumumba et les images de son. Oui, il y en a qui voient aussi le figure de Sankara. C'est vrai. Ah oui, oui. Sankara aussi, vous voyez. Thomas Sankara. Et j'étais allé une fois voir Burkina Faso quand il était mort. J'étais allé sur sa tombe. Il ne faut pas rester trop longtemps, tu vas te faire arrêter. Comme quoi, vous voyez, c'est les figures résistantes qui m'ont toujours nourri, en fait. J'avais une badge Thomas Sankara comme ça, et le mec, il a failli me mettre en taule. J'aurais voulu, on a parlé tout à l'heure des acteurs, j'aurais voulu qu'on parle aussi des acteurs cambodgiens. Mais J'aurais voulu savoir parce que Boon Hock Lim, je le connais un petit peu, il n'est pas acteur à la base. Et en plus, je pense qu'il est trop jeune pour avoir connu tout à fait cette époque. Donc comment est-ce qu'il a travaillé? Est-ce qu'il a rencontré d'anciens Khmer Rouge? Ou comment est-ce qu'il a travaillé pour pouvoir incarner ce rôle? je crois qu'il était, il naît pendant ou un peu avant, mais il y a quand même Puis il est resté après, dans le pays longtemps, donc il doit observer, il doit voir les choses. Parce que quand il s'agit de jouer le Khmer Rouge, il suffit qu'il mette un masque, il est parfait, quoi. Non, mais c'est un hartonais, j'ai fait des castings, et puis à un certain moment, il dit, j'arrête des castings, je connais un mec, là, il travaille à l'Assemblée nationale, je dis, viens faire un petit casting. Et c'est la première fois qu'il joue dans un film, et il est très à l'aise, très agréable, très disponible, et il a... Après, on donne à voir quelques archives, on indique. J'ai donné une vidéo d'un politique français actuel, et il a appris, puis il a joué parfaitement. C'est le même langage qu'il y a 50 ans, quoi. Bonsoir. Je suis très émue de vous rencontrer. Merci pour le film et merci pour toute cette œuvre qui continue à vivre, y compris dans des salles de classe. On a pas mal parlé d'enseignement au tout début avec les premières questions. Et donc, moi, je suis professeure de philosophie et aussi d'humanité. Ça, c'est un peu nouveau en France. Et en fait, c'est vous, le prof d'humanité et le prof d'humilité aussi. Et voilà, je voulais aussi témoigner de cette histoire que moi je peux avoir avec votre œuvre. En fait, en philosophie, en humanité, on fait pas, on montre des images aussi. On travaille aussi sur des questions vraiment d'images, mais on a aussi des extraits de l'élimination. Donc en fait, on vous lit, on est avec vous, on est avec tous ces récits incroyablement émouvant où on donne une sépulture par les mots, où on donne aussi une sépulture par les images. Voilà, moi je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Alors, en tant que prof de philo, je suis quand même un peu couverte et protégée par les concepts. Mais alors, je trouvais qu'il y avait une entrée dans ce film-là aussi, qui était l'entrée par le rêve. Et donc, je vais quand même vous poser une question sur le rêve. Vous avez parlé d'ailleurs à l'instant de ce rêve qui est raconté dans l'élimination, le rêve de recevoir un appareil photo pour pouvoir photographier, témoigner, transmettre. Et il y a un moment dans ce film qu'on vient de voir tous ensemble où il est question du rêve, mais du rêve qui devient probablement interdit à nos jeunes générations. Je suis là avec un de mes fils. Parce que justement, s'ils n'ont pas été à la hauteur, on ne pourra plus rêver. Et donc, ce serait ça la question. On ne peut plus rêver.
c'est difficile. C'est difficile parce que jamais on a autant de chance avec le numérique. Il y a une chance de connaissance. Moi, j'ai cru village où on peut partager la connaissance. Et je suis très déçu avec les numériques. Dès le matin, je suis beaucoup les gens sur les réseaux sociaux. Dès le matin, ils sont déjà pleins de haine. Et c'est un outil qui vous pousse à donner les opinions même quand vous ne comprenez rien. C'est pas du tout votre spécialité, vous n'avez aucune connaissance, mais vous donnez quand même votre avis. Et après, il se casse. Et il va faire. C'est du sport, hein, c'est un vrai sport, quoi. Et ça, c'est un danger. Oui. C'est un danger parce que, comme je remarque maintenant, beaucoup de jeunes ne lisent pas de livres, mais lisent les titres des journaux, lisent plus de journaux. Nous, on essaye de faire lire des journaux, et même maintenant, mais les journaux n'existent presque plus. La qualité d'écriture baisse énormément. Non pas parce qu'on a tellement bon, non, parce que on est dans la dictature de l'immédiateté, dans la dictature de l'émotion. Il faut tout de suite s'engager là, immédiatement. Et on n'est pas conçu pour faire ça. On est être humain, on n'est pas ChatGPT, quoi. On a besoin de distance, on a besoin de faire 3 pas en arrière, puis réfléchir un petit peu pour pouvoir dire un mot. Mais à ce truc-là, à tel point qu'on n'a plus de rêve, en fait. Parce que maintenant, moi je me suis discuté avec un ami, qui reste un ami, puisqu'il a dit que tu vas voir, il y a 15 ans, hein, 20 ans, il me dit tu vas voir bientôt, on va faire des films que 3 minutes, qui correspond à la durée entre 2 stations de métro. Parce que les gens regardent, puis il va regarder, c'est pas épisode. Et ça fait TikTok maintenant. C'est les calibres 3 minutes. Et vous n'avez plus de temps, vous n'avez plus d'images, vous avez, je ne sais pas, une autre forme, mais j'ai pas dit que c'est mauvais, mais c'est pas adéquat pour moi. Je lui dis, raconte des conneries, moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin de cadre, j'ai besoin de ça. Mais non, mais t'as tort, il a raison. Et ça remontait à 20 ans déjà. Donc, le rêve, il est très important, mais les rêves, même les rêves oniriques, les rêves... Moi, je suis nourri à Gaston Bachelard, parce que vous êtes professeur de philosophie, j'ai grandi dedans. C'est le feu, c'est l'espace de rêverie, c'est la maison, c'est pour ça, le figurine, il est né de ça, il est né de Bachelard, quoi. Parce que on m'a viré de chez moi et je n'ai jamais voulu retourner chez moi. Parce qu'on était partis une douzaine, on était restés 2. Vous voyez, j'ai pas envie de retourner voir cette maison-là. Et un jour, j'ai demandé à un assistant de me dire, s'il te plaît, fais-moi une petite figurine quand j'étais petit, comme ça, tout petit comme ça, il bouge pas, figurine. Et alors, lui, il dit en bois, machin, non, tu vas à la rivière, tu prends un bout de glaise, et tu fais comme quand on était petit, on jouait avec ça. Il a fait, et là, je trouvais, mais quel artiste. Il ne savait pas du tout qu'il sculptait, quoi, qu'il savait ce que c'était. Et il dit, bon, maintenant, attends, je ne veux pas comme ça, je veux ceci, je veux pour mettre un peu ça, la bouche un peu ça. Et c'est mains qui va tac, tac, tac. Il voit les choses en 3 dimensions, et moi, je vois tout flac sur les vies, tac, tac. C'est très, très joli à voir, le sculpteur. Si vous connaissez un sculpteur, vous allez le voir. C'est un geste très, très précis. Et là, j'ai dit, tu vas construire ma maison autour de cette figurine-là. C'est comme ça l'idée de figurine arrive, parce qu'en le regardant travailler, je dis, ça y est, j'ai trouvé une idée pour faire l'image manquante. En fait, l'image manquante, c'était pas le film. J'ai parti faire, le titre du film s'appelle La langue de Lanka, comme la langue du Troisième Reich. Et quand j'ai vu ça, j'ai changé de sujet, j'ai même pas dit à la productrice. Je n'ai rien dit du tout, j'ai passé à d'autres choses. Et j'ai commencé à filmer, parce que les figurines, il arrive, c'est comme si vous allez dans les villages, vous avez des statuettes et tout ça, vous voyez, des massas, mais ils ont une âme. Mais quand ça va dans le musée d'Orsay, c'est devenu un objet d'art. Quand notre statue cambodgienne rentre au musée Guimet, c'est l'art.
là, tel siècle, tel siècle. Mais au Cambodge, les gens allumaient les encens. Hein. Il y a des statues même, les gens viennent les maquiller. C'est une tradition de mettre des apôtres aux joues. Et pour les sauver, les restaurateurs nettoient tout. Moi, je regrette pourquoi on enlève toutes ces rouges, ces louches à lèvres, tout ça. Parce qu'il faut le sauver. La nation, il faut le sauver, mais la pratique a une âme. C'est une être vivante, c'est quelque chose qui a une âme, il faut le maquiller, tout ça. Et alors moi, j'ai traité les figurines comme ça. Je reviens à votre question aussi, parce que voilà, ils ont une âme au film, et puis ils retournent à la poussière, comme moi. Je vais retourner à la poussière bientôt, peut-être un petit peu plus long, peut-être. Je fais encore quelques films, tout de suite. Mais tout ça, ça ne vient pas comme ça vient de lecture de Bachelard il y a quelques années. Ouais, ce qu'il faut aux jeunes maintenant dans l'éducation, c'est les apprendre à rêver, en fait. Mais moins TikTok, plus rêve. Et les rêves, il faut revenir. C'est compliqué de les faire lire, de faire rêver, de faire écouter, voyager, par exemple. C'est très compliqué. À propos de rêve et d'humanité, j'ai un ami cambodgien qui m'a parlé il y a une quinzaine d'années des démarches de réconciliation et de pardon dans le pays. Je sors un peu du film là, mais je voulais savoir quel est votre sentiment, votre ressenti sur ce qui s'est passé dans le pays après toutes ces horreurs, sur le pardon entre les gens qui étaient victimes et ceux qui étaient acteurs. Le pardon, ça ne se décrète pas déjà. Non, il y a des choses que je peux faire et vous ne pouvez pas, et inversement. On n'a pas les mêmes valeurs morales, on n'est pas fabriqué comme ça. Et il y a des Cambodgiens qui peuvent oublier le Khmer Rouge, tant mieux, il y a des Cambodgiens qui ne peuvent pas. Voilà, il faut respecter tout le monde. Et je crois que les Cambodgiens, ils ont commencé la résilience depuis longtemps déjà. Parce que les Khmer Rouges sont là, ils vivent pas très loin, mais ils ne vont pas boire un verre ensemble, mais ils sont là. Et moi, je ne crois pas trop à la commission de la liberté, de vérité. Je ne crois pas plus non plus à la Guachacha, tout ça, parce qu'on a besoin de savoir qui est la victime, qui est le bourreau. C'est très important pour faire le deuil. Alors, le tribunal, on a la chance que le tribunal s'est passé au Cambodge. Ça a coûté des milliards peut-être. Peut-être qu'il n'y aura pas une justice parfaite dans un cas de crime contre l'humanité. Il n'y aura jamais, il y a toujours symbolique. Mais en tout cas, le procès s'est déroulé au Cambodge. On sait qui est la victime, on sait qui est le bourreau. Maintenant, peut-être, on doit revenir au travail de mémoire, quoi. Parce que tout le reste... Même Mandela, il était pour la commission de vérité parce qu'il est politique, c'est un politique. Donc il faut réconcilier, c'est une idée politique, hein, c'est pas du tout... S'il veut rebâtir son pays, ben, il faut tout de suite, commission de vérité, puis on fonce, quoi. Mais il rame maintenant. Il rame, les choses ne sont pas réglées, quoi. Il y a des problèmes toujours qui persistent, quoi. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, mais sinon, je voulais vraiment vous remercier infiniment d'être venus tous les deux. Et surtout, je voulais vous remercier pour ce film et pour toute votre œuvre. Et vous savez que vous êtes un peu ici chez vous. Et je voulais juste terminer en vous remerciant parce que, voilà, il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui sont à ce point-là importantes, cinématographiquement parlant et humainement parlant. Merci beaucoup. Merci.